Alors, nous allons parler de l'occlusion intestinale. Alors, diapositive 1, rappel anatomique. Un petit schéma pour vous montrer l'intestin grêle, qui fait suite on voit, il y a l'estomac, le duodénum. Et puis après, vous avez, alors là, de façon très schématique, puisque l'intestin grêle fait plusieurs mètres de long. Donc, vous avez toutes les anses de l'intestin grêle. Et puis après, à gauche, on arrive sur le côlon ascendant, puis le côlon transverse, là, qui passe en dessous de l'estomac. Et puis à droite, on a le côlon descendant, le sigmoïde là qui fait le virage, et on arrive sur l'ampoule rectale. Diapositive 2, définition. Donc une occlusion intestinale, c'est l'arrêt plus ou moins complet. Voilà, ça peut être partiel, limité, ça peut être total, l'arrêt du transit intestinal. Quand on parle de transit intestinal, il y a à la fois l'arrêt ou le ralentissement des matières fécales, ou matières fécales quand on est dans le côlon, mais ça peut être aussi des matières dans l'intestin grêle, et surtout l'arrêt de l'émission des gaz, parce que quand on digère, on fabrique des matières et on fabrique aussi des gaz. Et les deux doivent être évacués. Et là, vous allez avoir un arrêt dans un endroit précis, soit dans l'intestin grêle, et dans ces cas-là, on dira qu'il s'agit d'une occlusion haute. Et si c'est au niveau du côlon, on parlera d'une occlusion basse. Même si sur le schéma, on a l'impression que le côlon il est plus haut, c'est dans le sens où le côlon, il est presque à la sortie, il est juste la dernière étape de la digestion, avec l'assèchement des matières pour pouvoir fabriquer des sels. On va voir dans les diapositives suivantes qu'il y a différentes causes qui sont soit mécaniques, soit fonctionnelles. Donc mécanique, c'est une cause physique. À un moment donné, voilà, on va voir qu'il y a quelque chose qui fait obstacle, ou bien une strangulation. On va regarder tout ça ensuite. Fonctionnelle, c'est-à-dire que l'intestin, il y a du péristaltisme, il y a des petits muscles lisses qui sont commandés par le système nerveux autonome, neurovégétatif, si vous voulez. Et donc, il va y avoir des déséquilibres, une diminution ou une perte de la fonction habituelle de l'intestin, et ça va créer une occlusion. Donc, on va revoir précisément ces deux mécanismes, et on va les détailler. On va détailler toutes les causes. Évidemment, une personne en occlusion intestinale, c'est une urgence majeure. Si la personne est en EHPAD ou en USLD, elle va être immédiatement transférée à l'hôpital pour une intervention chirurgicale. Alors, nous passons à la diapositive 3. On va aborder les causes. Alors, dans un premier temps, on va parler des causes mécaniques. Donc, ça peut être des brides ou des adhérences. Ça peut être la torsion d'une anse, c'est-à-dire que vous avez... alors, le côlon, lui, il va pas se tordre, le côlon. C'est plutôt l'intestin grêle, puisqu'on a plusieurs mètres, entre 4 et 7 mètres d'intestin grêle, avec plein de petites anses comme ça qui sont juxtaposées. Et parfois, une anse peut se tordre. Et ça va faire ce qu'on appelle un volvulus. Ça peut être un étranglement herniaire, c'est-à-dire qu'il y a une hernie. Une hernie, c'est un bout d'intestin qui sort parce qu'il y a une brèche au niveau du péritoine. Le péritoine, c'est cette membrane un peu musculeuse là, qui permet de maintenir les viscères abdominales. Et s'il y a une brèche dans le péritoine, on peut avoir un morceau d'intestin qui s'y engouffre. Et malheureusement, il y a une anse qui va s'y engouffrer et elle peut être strangulée, elle peut être étranglée. Ça peut être aussi une tumeur au niveau de l'intestin. Ça peut être aussi la présence d'un corps étranger. On va regarder tout de suite après, parce que le dire comme ça, c'est pas très parlant. On va regarder en image la diapositive suivante. Diapositive 4, toujours dans les causes. Là, vous avez en effet des schémas qui sont beaucoup plus parlants. Donc, sur les causes mécaniques, à gauche, la hernie étranglée. Donc, vous voyez, on voit la paroi abdominale, le péritoine. Et vous avez une anse de l'intestin qui s'est engouffrée parce qu'il y a une brèche dans le péritoine et l'intestin va s'engouffrer. C'est ça une hernie. Et le problème de la hernie en soi, c'est pas bien méchant. Le seul risque, c'est qu'elle peut s'étrangler et créer une occlusion.
Ensuite, on a la tumeur, donc elle est représentée là sur le schéma en rouge, et donc elle va se développer à l'intérieur de... Alors le plus souvent, d'ailleurs, c'est dans le côlon. La tumeur va se développer et va progressivement boucher la lumière de l'intestin. Et donc, à un moment donné, ça va créer une occlusion. Juste après, on vous parle de l'invagination. Donc, vous voyez, on a un morceau de l'iléon. Donc, quand il y a une invagination, c'est à la jonction entre l'intestin grêle et le côlon. On voit bien là l'iléon terminal qui s'est rentré à l'intérieur du côlon. Ça, c'est pas physiologique. Il a rien à faire là, hein, le bout d'iléon. Donc, il va s'engouffrer, hein, se retourner sur lui-même, s'engouffrer à l'intérieur du côlon ascendant. Et donc, ça va créer aussi une occlusion. Et enfin, la fameuse bride, entre parenthèses, c'est marqué cicatrice. C'est-à-dire que les personnes qui ont été opérées, à qui on a ouvert le péritoine, on a opéré au niveau abdominal, on sait que dans le phénomène de cicatrisation, quand on intervient à ce niveau-là, on peut avoir formation de bride. C'est du tissu conjonctif, voilà, qui va se former, du tissu cicatriciel, mais il va se former de façon trop abondante et surtout, il va créer des étranglements. Là, on le voit, hein, du tissu conjonctif qui étrangle. Alors, soit ça crée des étranglements au niveau des intestins, soit les brides, ça crée... Des fois, on a des brides entre les anses, entre les anses. Voilà. La liaison n'est pas facile. Donc, vous avez des petits ponts comme ça de tissu conjonctif. Et les anses, elles doivent pouvoir... il y a du péristaltisme, hein, pour faire avancer les matières. Donc, les intestins doivent être relativement mobiles, hein, quand il y a du péristaltisme. Et il faut imaginer, si on a des petites accroches comme ça, des brides entre les différentes anses, eh bien, le péristaltisme va avoir plus de mal à se faire. Et ça peut provoquer des occlusions. Et à plus forte raison si en plus on a des étranglements. Diapositive numéro 5, toujours sur les causes. Là, on va parler des causes fonctionnelles. On va avoir donc un iléus paralytique. Alors, il y a différentes... iléus, hein, ça veut dire occlusion. Hein. On va avoir différentes raisons, différentes causes, notamment les personnes qui auraient eu un acte chirurgical, une appendicite, une péritonite, une pancréatite. Ça peut provoquer, hein, la paralysie de l'intestin parce qu'il y a une souffrance. Hein. Là, vous avez une maladie inflammatoire, infectieuse, inflammatoire. Donc, dans ces appendicites, hein, c'est l'inflammation de l'appendice. La péritonite, c'est une inflammation du péritoine. Pancréatite, une inflammation du pancréas. Inflammation, voire infection, hein, derrière. Donc ça va avoir des répercussions et ça peut rendre l'intestin plus paresseux, hein, il y a plus de difficultés à fonctionner, ça peut provoquer une occlusion. Évidemment, suite à une opération en chirurgie abdominale, parce que l'intervention, on lèse quand même des petits vaisseaux, on peut couper des petites terminaisons nerveuses, ça peut provoquer en effet une paralysie du côlon ou de l'intestin grêle. L'alitement chez les personnes âgées, hein, on sait déjà par principe, l'alitement, on l'avait déjà vu, c'est une cause principale de constipation. Donc ça commence par la constipation, puisqu'il y a un ralentissement de la digestion, un ralentissement du péristaltisme. Donc les matières vont s'accumuler, ne s'évacuent pas assez vite, et puis ça va créer un bouchon. Et évidemment, on va se retrouver avec une occlusion. On a également les effets secondaires de certains médicaments, c'est-à-dire ceux qui sont déjà à la base propices à la constipation, qui peuvent du coup, dans un deuxième temps, provoquer une occlusion, notamment les morphiniques. Hein. La morphine, ça constipe énormément. Donc vous verrez régulièrement les patients qui prennent des morphiniques, prennent aussi des laxatifs, hein, parce qu'on sait qu'il y a vraiment un effet secondaire majeur. Les patients en psychiatrie aussi qui vont prendre des neuroleptiques, ça a malheureusement aussi une répercussion sur le tractus, hein, sur la digestion. Ça ralentit la digestion. Et puis on a d'autres causes comme les troubles métaboliques, c'est-à-dire là c'est au niveau des électrolytes dans le sang. Voilà, on a pu constater que quand il y a une diminution du potassium, qui s'appelle une hypokaliémie,
on va avoir une réduction de la motilité intestinale, c'est-à-dire des mouvements de l'intestin. Le potassium, il sert à la contraction des muscles. Donc c'est sûr que quand on n'a pas assez de potassium, il y a un muscle déjà qui ne le supporte pas bien, c'est le cœur. Et évidemment, nos intestins aussi, puisqu'il y a des muscles lisses, ils ne vont pas bien supporter qu'il y ait une diminution du potassium. Les contractions vont être moins fortes, moins efficaces. Alors, on passe à la diapositive suivante, la diapositive numéro 6, toujours sur les causes. Voilà, là, on vous montre les causes d'un iléus paralytique, donc les causes fonctionnelles. En image, donc ça peut être la perforation de la vésicule biliaire, parce que la perforation de la vésicule biliaire ne va pas entraîner autre chose qu'une péritonite. Et on avait vu tout à l'heure que la péritonite pouvait être un facteur d'occlusion. La perforation intestinale aussi, s'il y a une perforation. Alors après, je ne rentre pas dans les causes de perforation, mais une perforation intestinale, vous imaginez l'inflammation du péritoine, la péritonite que ça va entraîner derrière. Ça peut être aussi quand la personne a été opérée, ça peut être les points qui lâchent, les sutures qui lâchent. Et du coup, l'intérieur de l'intestin, donc vous imaginez, c'est plein de bactéries, c'est pas du tout stérile ce qu'il y a dans l'intestin. Ça va se déverser dans le péritoine et ça va provoquer une péritonite. Et évidemment, ensuite, ça va provoquer une occlusion. On a aussi l'occlusion d'un vaisseau mésentérique. Là, vous voyez, on a en jaune le côlon, dans le troisième schéma. On a en jaune un morceau du côlon, et ça peut être aussi l'intestin grêle. Et nos intestins sont très, très vascularisés. Eh bien, si vous avez un infarctus mésentérique, le mésentère, c'est l'irrigation sanguine ce sont les vaisseaux sanguins, les artères qui irriguent l'intestin. Donc ce mésentère, ces artères mésentériques, si elles se bouchent, l'intestin derrière ne sera plus irrigué, il va y avoir une nécrose, et forcément s'il y a nécrose de l'intestin, il ne va plus être fonctionnel, et tout va s'arrêter, il n'y aura plus de péristaltisme, et évidemment il y aura derrière formation d'une occlusion. Et puis on a des maladies inflammatoires. Là par exemple on vous montre l'exemple d'une diverticulite, les petits amas rouges là, qui ont été dessinés là, comme des gouttes d'eau, ce sont des petits diverticules. Et évidemment, tout ça, ça limite le bon fonctionnement, la bonne mobilité de l'intestin. Et ça empêche aux matières de pouvoir être évacuées au rythme normal. Ça va ralentir, ça va empêcher, ça va ralentir, ça va créer une occlusion. Alors, on passe à la diapositive numéro 7, les facteurs de risque. Évidemment, il y a des sujets beaucoup plus à risque de faire des occlusions, et vous l'aurez compris, les personnes âgées sont très, très à risque de faire des occlusions. Déjà, elles se mobilisent moins. Déjà, en vieillissant, on en parlera dans le vieillissement des fonctions biologiques. Quand on vieillit, on a un péristaltisme beaucoup moins efficace. C'est pour ça que toutes les personnes âgées, et encore plus les femmes que les hommes, sont très très sujettes à la constipation, donc forcément très sujettes, très à risque de faire une occlusion. Voilà, elles vont cumuler, et puis parfois elles vont cumuler des brides, des diverticuloses, le risque de perforation d'une vésicule biliaire, et j'en passe. Donc en effet, le risque majeur, c'est chez la personne âgée. L'alitement prolongé, c'est ce qu'on a dit, puisque ça va entraîner des problèmes de constipation à répétition, et donc forcément, ça risque d'entraîner une occlusion. Alors, il faut aussi, ça c'est important, il faut se méfier des épisodes de constipation qui durent, quand la constipation commence vraiment à s'installer, et surtout se méfier de ce qu'on appelle les fausses diarrhées sur fécalome. C'est-à-dire qu'en effet, un fécalome, ce n'est pas autre chose qu'un bouchon de matière fécale qui va se trouver dans le côlon. Et donc ça devient dur, il y a une accumulation de sel, donc ça bouche, donc ça fait une occlusion. Sauf que, en effet, les matières solides ne vont pas pouvoir passer. En revanche, il y a toujours des liquides, même dans le côlon. Les liquides vont pouvoir passer quand même entre la paroi du côlon et le fécalome. Donc il y a parfois des liquides qui passent.
et qui donne l'impression que la personne n'est pas constipée parce elle va faire comme des petites diarrhées. Alors, je peux vous dire que la vraie diarrhée, ce sont des grosses quantités de sel liquide. D'accord ? Ça, c'est de la vraie diarrhée. La fausse diarrhée, c'est que vous avez de façon répétée, et surtout quand les gens sont incontinents, on va pouvoir le constater facilement dans la protection, c'est-à-dire que de façon répétée, des petites quantités de diarrhée. Alors ça doit vraiment vous alerter. J'insiste bien là-dessus parce que c'est vous en premier qui remarquerez ces problèmes-là. Et puis évidemment, toutes les pathologies organiques aiguës, si vous avez des problèmes au niveau des voies biliaires. Alors je suis désolée, là il y a une faute d'orthographe, c'est VOIES, les voies biliaires, au niveau des voies du pancréas, au niveau des intestins, au niveau des reins. Donc c'est-à-dire que là on est vraiment au niveau des viscères abdominales. On va avoir s'il y a des pathologies comme ça, ça peut entraîner des risques d'occlusion. Alors on passe à la diapositive suivante. Toujours sur les facteurs de risque, diapositive numéro 8. Alors, on a des pathologies aussi qui vont rendre l'intestin plus paresseux. Il va y avoir des ralentissements. Donc là, on va plus être dans des causes fonctionnelles. Alors, on sait que les pathologies neurologiques vont risquer d'entraîner des occlusions. Donc tout ce qui va être neuropathie diabétique, on en reparlera quand on fera le diabète, c'est-à-dire qu'il y a une atteinte des terminaisons nerveuses. Et le côlon, l'intestin, le côlon sont innervés. Donc si on a une atteinte des nerfs, on n'aura pas une bonne commande au niveau des muscles lisses et on aura un mauvais péristaltisme. Et puis il y a d'autres maladies neurologiques, la maladie de Parkinson, tout ce qui est AVC, accident vasculaire cérébral, les paraplégies, les scléroses en plaques. Voilà, dès qu'il va y avoir une atteinte neurologique, ça va, on l'avait déjà vu dans les problèmes de sphincter, ça va bloquer les sphincters. Et il ne faut pas oublier que ça va aussi, ces maladies-là vont aussi avoir des répercussions sur le péristaltisme intestinal. On l'avait déjà dit, donc on le redit, intervention chirurgicale avec la parotomie. La parotomie, c'est lorsqu'il y a ouverture du péritoine, c'est quand on fait une grande cicatrice, on vous ouvre le ventre. C'est pour ça qu'on essaye le plus possible maintenant de faire des interventions par endoscopie, par célioscopie. Par célioscopie, on vous fait 3 petits trous, on rentre un fibroscope, 1 et 2 autres trous pour rentrer les instruments. Et le chirurgien opère comme ça. Parce qu'on s'est rendu compte que plus on fait des laporotomies, plus il y a des risques de cicatrisation et de faire des brides derrière. Et on a vu que les brides pouvaient entraîner des occlusions tardivement, plus tard, des années après. Et puis les traitements morphiniques neuroleptiques, on l'avait déjà dit. Alors, on va passer à la diapositive suivante, la diapositive numéro 9, sur les mécanismes. Donc, il y a un petit tableau récapitulatif. Parce que pour l'instant on n'a pas encore vu. Alors attendez, on n'a pas encore vu, on le verra après. En effet, ça aurait été plus logique qu'on commence avant, parce que donc vous avez à gauche les signes que l'on va retrouver dans l'occlusion, on va les reprendre après, un par un. Donc en effet, vous imaginez, quand il y a une occlusion, c'est très très douloureux. Évidemment, le transit va s'arrêter. On va avoir des vomissements, puisque comme ça descend plus, la personne, elle boit, elle mange, elle boit, elle mange, elle boit, elle mange. Sauf qu'à un moment donné, tout s'est arrêté au niveau de l'intestin. Donc, à un moment donné, ça va remonter dans l'autre sens. Et le météorisme, c'est la présence de gaz dans le côlon, puisqu'on a dit que c'est l'occlusion et l'arrêt des matières et des gaz. Donc, vous imaginez, les gaz, ils continuent à se former et ils vont gonfler le côlon. Alors, on va reprendre très rapidement dans les cas de strangulation ou d'obstruction ou quand il s'agit d'un phénomène fonctionnel. Alors, c'est intéressant parce que vous voyez, les choses se font plus ou moins rapidement, brutalement. La strangulation, par exemple, vous allez avoir une douleur aiguë, brutale, constante. Voilà, d'un seul coup, il y a strangulation de l'anse intestinale. Donc, ça se met à faire mal tout de suite. L'arrêt du transit, il est immédiat, puisque de toute façon, il y a strangulation, il n'y a plus rien qui passe.
Les vomissements vont être précoces et vont être clairs, puisque les strangulations touchent l'intestin grêle. Au niveau de l'intestin grêle, on n'est que sur quelque chose de liquide. Donc, on va vomir le contenu de l'estomac, quoi. Et puis, le météorisme. Alors, on vous explique que si c'est la strangulation se fait au niveau du jéjunum, il n'y aura pas de météorisme, puisque dans le jéjunum, il n'y a pas production de gaz. À partir de l'iléon, qui est la dernière partie de l'intestin grêle, celui qui est juste avant le côlon, là, on va commencer à avoir production de gaz. Donc, s'il y a une obstruction au niveau de l'iléon, là, on va avoir un météorisme. Alors, le météorisme, vous allez le voir au niveau abdominal, vous avez l'estomac, enfin l'abdomen, qui devient de plus en plus volumineux. Évidemment, si la strangulation se fait au niveau du côlon, là, c'est sûr que ça va être monstrueux, puisque le côlon, c'est dans le côlon qu'on produit le plus de gaz. Alors, si on revient en haut du tableau, on va parler de l'obstruction. Là, vous voyez, la douleur, elle est beaucoup plus progressive, par spasme, parce que autant la strangulation, c'est strangulé, c'est serré, c'est net, il n'y a plus rien qui passe, donc voilà. Alors que l'obstruction, elle se fait souvent très progressivement, notamment dans le cas de la tumeur. Une tumeur, elle se développe pas en 1 heure, une tumeur. Il faut des semaines, voire des mois, pour qu'elle arrive à obstruer l'intérieur de l'intestin. Donc c'est pour ça que l'arrêt du transit va se faire aussi progressivement. Un peu plus rapidement si c'est au niveau du côlon, parce qu'on est tout près de la sortie. Donc voilà, si la tumeur à un moment donné a trop évolué, à un moment donné, quand ça obstrue trop, les matières sont plus épaisses, plus dures, ça risque d'arrêter, le transit va s'arrêter plus progressivement à partir du moment où il y a des douleurs. S'il y a des douleurs, c'est que là, c'est en train de s'obstruer. Et donc, l'arrêt du côlon, l'arrêt du transit, il n'y aura plus, quand on dit arrêt du transit, c'est qu'il n'y a plus de sel. La personne n'a plus de sel. Donc, c'est un peu plus rapide si c'est le côlon, si c'est au niveau du côlon. Par contre, si l'obstruction est au niveau de l'intestin grêle, ce sera beaucoup plus tardif, parce qu'il faut le temps. On a quand même encore plein de matière dans l'iléon, dans le côlon. Donc, la personne va continuer, dans les heures et parfois les jours qui suivent, à faire des matières, à avoir des sels. Les vomissements tardifs, donc si c'est une atteinte au niveau du côlon, beaucoup plus précoce si c'est au niveau de l'intestin grêle, et on va avoir des vomissements abondants et fécaloïdes. Des vomissements fécaloïdes, vous vomissez des matières fécales. C'est horrible, ça sent très mauvais, c'est abominable, c'est comme si la personne elle vous déversait la fosse septique dans le haricot ou la bassine dans laquelle elle va vomir. Voilà. Je pense que si un jour vous croisez quelqu'un qui fait des vomissements fécaloïdes, vous vous en souviendrez toute votre vie, toute votre carrière. Et enfin, dernier tableau, quand on est sur une occlusion d'origine fonctionnelle, donc la douleur, elle va arriver très progressivement. Alors après, elle est liée à la cause. L'arrêt du transit va être rapide, parce que d'un seul coup, votre intestin devient paralysé, donc il n'y a plus rien qui se passe. Les vomissements sont inconstants, mais sont clairs. Et puis, oui, parce qu'il y a... l'obstruction va se faire un peu plus lentement. Et puis le météorisme, par contre, dans l'occlusion fonctionnelle, on dit que c'est beaucoup plus rare. Par contre, on aura un gros météorisme dans un autre syndrome qui s'appelle le syndrome d'Ogilvie. C'est une pseudo-obstruction colique aiguë idiopathique, c'est-à-dire qu'on n'en connaît pas la cause. Voilà, c'est-à-dire que là, il n'y a pas de strangulation, il n'y a pas d'obstruction, il n'y a pas de déséquilibre fonctionnel. Et malgré tout, la personne fait une obstruction au niveau du côlon. Donc c'est pour ça qu'on dit une pseudo-obstruction colique aiguë, puisque ça arrive très très rapidement. Mais aucune des autres causes n'est mise en évidence. Voilà. Donc c'est une maladie bien particulière en soi, mais qui va créer aussi du météorisme important. Alors nous passons à la diapositive suivante, la diapositive numéro 10. Alors, on a vu que ça touchait essentiellement les personnes âgées. C'est une urgence.
On a constaté que dans 70 à 81% des cas d'occlusion, il s'agissait d'une occlusion du grêle. L'occlusion colique est plus dans 20% des cas. C'est vrai que les histoires de brides, de strangulation et tout ça, ça touche plus l'intestin grêle que le côlon. Alors nous passons à la diapositive numéro 11, la symptomatologie. Alors on va maintenant regarder de plus près, on les a déjà évoqués dans le tableau avant, on va regarder d'un petit peu plus près les symptômes de l'occlusion intestinale. Alors il y a une triade, c'est-à-dire qu'on va avoir l'association de 3 symptômes caractéristiques de l'occlusion intestinale. Donc le premier symptôme, c'est l'arrêt des matières et des gaz. On l'a vu, ce sera d'autant plus précoce que l'occlusion est basse, qu'elle touche le côlon, alors que si c'est au niveau de l'intestin grêle, l'arrêt des matières et des gaz sera plus lente, puisqu'il reste, vous avez compris, il reste encore des matières dans le reste de l'intestin et dans le côlon. Si l'occlusion est très haute, au niveau de l'intestin, ça peut être au niveau du jéjunum, vous imaginez, il y a encore tout l'iléon, il y a encore tout le côlon, il y a des matières qui vont continuer à s'évacuer. Et je l'ai dit tout à l'heure, l'existence d'un épisode de diarrhée ne remet pas forcément le diagnostic en cause, c'est-à-dire cette fameuse fausse diarrhée en petite quantité, avec émission, ça peut être fréquent, des petites quantités de diarrhée comme ça. Il ne faut pas se laisser avoir avec cette histoire-là. Normalement, un transit normal, c'est pas des petites quantités de diarrhée. Un transit normal, c'est vraiment des selles moulées. Au moins une fois, environ une fois par jour ou une fois tous les 2 jours, parce que chez la personne âgée, c'est pas toujours hebdomadaire. Nous passons à la diapositive 12, toujours sur la symptomatologie. Une deuxième alerte, c'est la douleur abdominale. Évidemment, vous imaginez, ça fait très mal, une occlusion. Donc l'intensité va être variable en fonction de la localisation de l'occlusion. Alors si c'est une arrivée brutale, comme la strangulation, la personne va se mettre rapidement à avoir très 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 mal. Si c'est une obstruction progressive, c'est une douleur qui va être d'abord modérée et qui va s'installer et se majorer au fil du temps. Et puis, on parle de douleurs paroxystiques avec des coliques. Des coliques, vous savez, c'est quand on a tout l'intestin, là, ça vous fait mal, ça vous fait comme une barre en travers de l'abdomen. Paroxystique, ça veut dire que elle est à son maximum, elle est à son apogée. C'est une douleur énorme, intense. Alors pourquoi ? C'est parce que le tube digestif, lui, il continue à se contracter, il essaye d'évacuer l'obstacle, pour lui c'est des matières, il continue son péristaltisme, et finalement tout ça, ça ne fait qu'aggraver les douleurs. On passe à la diapositive 13, toujours sur la symptomatologie. Donc on l'avait vu dans le tableau tout à l'heure, des nausées ou carrément des vomissements sont évidemment très très fréquents. Alors on peut avoir, les vomissements vont être répétés, vous imaginez, ça passe plus, il n'y a plus rien qui passe. Donc à chaque fois que la personne va boire, manger, elle va accumuler finalement dans son appareil digestif de l'eau et des aliments qui vont être en partie digérés, puisque au niveau de l'estomac, au niveau du duodénum, il y aura un début de digestion, ou au niveau de l'intestin grêle, si on est au niveau du côlon. Sauf que, à un moment donné, tout est bouché, donc il n'y a plus rien qui passe. Donc, ça prend le chemin inverse. Alors, on va avoir des vomissements qui sont fréquents, on peut avoir de la bile dedans, ou pire, des vomissements fécaloïdes. Si on a mis trop de temps à découvrir que c'était une occlusion, on peut se retrouver avec des vomissements fécaloïdes. Donc, ils sont d'autant plus tardifs. On vous dit que l'occlusion est basse. Et puis, plutôt de la bile est fréquent si, au contraire, on est sur une occlusion au niveau du grêle. Et alors, le fait de vomir, évidemment, ça soulage un peu le patient, parce que le fait d'avoir des matières digestives qui viennent se buter contre l'occlusion, ça forcément ça majore les douleurs, puisque le fait de manger et boire, ça favorise le péristaltisme, ça favorise donc les mouvements des intestins, et tout ça, ça majore les douleurs. Le fait de vomir, ça libère justement tout ce contenu qui n'arrive pas à passer.
Du coup, il va faire machine arrière, la personne va le vomir et on a pu constater que le fait de vomir, ça la soulage quand même au niveau de la douleur. Alors, on passe à la diapositive 14, toujours sur la symptomatologie. On va avoir d'autres signes, on l'avait vu dans le tableau, une distension abdominale, ce qu'on appelle le météorisme. Je vous ai expliqué, c'est l'accumulation de gaz qui n'arrive pas à s'évacuer aussi. Donc ça va dilater le côlon ou l'intestin au niveau de l'iléon, puisque au niveau de l'iléon, on a production de gaz aussi. Et donc vous imaginez, en plus, tout ça va majorer la douleur. Et puis, on va avoir un problème de fièvre qui va apparaître. Il y a quand même une inflammation là quand même de l'intestin ou du côlon, donc ça va provoquer une fièvre qui en général ne dépasse pas les 38,5. Alors en dehors des complications, c'est-à-dire qu'en effet le fait d'avoir une occlusion intestinale, ça va favoriser les perforations ou les syndromes infectieux, et ça peut du coup donner de la fièvre. Là, c'est avant même ces complications-là, le fait d'être en occlusion peut donner parfois déjà de la fièvre. Alors, on passe à la diapositive 15, les investigations. Donc, quand on suspecte, face à cette triade, on suspecte une occlusion intestinale, le médecin va faire pratiquer en urgence un ASP, ça s'appelle un abdomen sans préparation. Sans préparation, c'est-à-dire qu'on ne donne pas de produits radio-opaques à avaler à la personne. Elle est déjà bien mal, c'est pas la peine d'en rajouter. Et de toute façon, quand la personne qui est en occlusion, quand on fait une simple radio, en général, c'est très visible, simplement à la radio. Au besoin, on peut faire un scanner abdominal. Alors, c'est vrai que quand c'est au niveau du côlon, ça va bien se voir. Au niveau de l'intestin grêle, des fois, c'est un petit peu moins visible. L'occlusion peut être plus minime. Donc, des fois, on a du mal à voir. Donc, le médecin peut parfois demander un scanner abdominal. Et puis, on peut faire aussi un lavement avec du produit de contraste. Un lavement, c'est-à-dire on met dans le rectum comme un lavement évacuateur, mais là, on met un produit à base de barite. On fait un lavement barité. C'est un produit qui est radio-opaque. Donc, du coup, il va remonter dans le côlon. Et ça nous permet de mieux visualiser. Alors après, on fait une simple radio au rayon X. Et grâce à ce produit qui tapisse l'intérieur du côlon, on va mieux visualiser l'occlusion. D'ailleurs, s'il y a une occlusion, le produit, la barite, le produit barité va remonter jusqu'au niveau de l'occlusion et après, il n'y a plus rien qui passe. Donc ça va être du coup très très visible. On fera aussi un bilan biologique, c'est-à-dire il y aura des prélèvements sanguins. Bon, évidemment, tout ça, c'est l'infirmière qui va s'en occuper. Parce que qui dit occlusion, on a vu, c'est une urgence chirurgicale. Donc il faut préparer tout le bilan pour emmener la personne après au bloc opératoire. Alors nous passons à la diapositive suivante, le traitement. Diapositive numéro 16. Donc évidemment, si ça se fait à domicile ou si c'est en EHPAD, après si la personne est déjà à l'hôpital, voilà, elle est déjà à l'hôpital, mais sinon, si c'est sur un lieu de vie, la personne va être immédiatement et en urgence hospitalisée. On la laisse à jeun et on essaye, si possible, tout de suite de calmer les douleurs et de lui donner des antalgiques. On va lui poser une voie veineuse pour la réhydrater, parce que là, pour l'instant, elle est à jeun. Il est hors de question de lui faire passer quoi que ce soit par la bouche. Et on va, au contraire, poser une sonde nasogastrique en aspiration. On en parlera dans un prochain diaporama. Le but, c'est justement de vider tout ce que la personne a dans l'estomac, éventuellement même dans le duodénum. Et puis même, des fois, on a des matières qui remontent depuis le jéjunum. Voilà. Et ça a pour effet de soulager la personne parce qu'il n'y a rien de pire que d'avoir d'autres matières qui arrivent derrière et qui poussent et qui augmentent les douleurs. Et évidemment, ça va être un traitement chirurgical. Alors, on passe à la diapositive numéro 17, les complications. Donc, on peut avoir une ischémie intestinale, c'est-à-dire une ischémie, ça on l'avait vu, l'ischémie, on l'avait vu dans l'infarctus du myocarde, c'est le fait que il n'y a plus d'apport d'oxygène au tissu puisque les vaisseaux sont bouchés. Donc, on peut avoir les complications, des torsions des vaisseaux.
On peut avoir des complications de stase liquidienne. Alors ça, les complications, c'est après... non, non, c'est complications si on n'intervient pas, pardon. Non, je pensais que c'était... Excusez-moi, autant pour moi. Je pensais que c'était après le bloc opératoire. Non, c'est que si on n'intervient pas suffisamment vite, le problème peut s'aggraver avec une ischémie intestinale. Donc, il va y avoir torsion des vaisseaux. Certaines zones de l'intestin ne sont plus irriguées. Et si elles ne sont plus irriguées, elles vont s'asphyxier, les cellules, et elles vont mourir, elles vont se nécroser. Et là, je peux vous dire, faut enlever toute la partie nécrosée. C'est mort. Il peut y avoir une stase liquidienne. Et dans les deux cas, on va avoir un risque de péritonite, c'est-à-dire le péritoine va s'enflammer. Ça, c'est une urgence vitale, avec apparition d'un choc septique, avec un pronostic, un risque de mortalité très très élevé, quand même. On a 10% des cas. C'est pour ça que l'occlusion intestinale est vraiment une urgence. Il ne faut vraiment pas traîner et opérer la personne le plus rapidement possible. On passe à la diapositive numéro 18. Évidemment, la meilleure des choses, c'est de prévenir la survenue d'une occlusion intestinale. Donc, il y a quelques mesures et surveillances à mettre en place pour éviter qu'on arrive à ce tableau qui peut être gravissime. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir une surveillance rigoureuse du transit et de bien noter quand il y a des selles. Et quand c'est une pseudo-diarrhée, il faut le noter, des petites diarrhées. Là, vous faites une transmission ciblée en disant qu'elle a eu à plusieurs reprises des petites quantités de diarrhée. Ça relève de votre responsabilité. Vous l'avez constaté, vous le signalez, il faut le cibler dans le dossier. Voilà, donc c'est pour ça qu'on va identifier l'aspect. Est-ce qu'il y a eu des fausses diarrhées? Est-ce qu'éventuellement, il y a la présence d'un fécalome? Il faut dépister au plus vite s'il y a des douleurs abdominales, s'il y a du météorisme. Les gens, vous en occupez tous les jours, quoi. Donc vous savez, il y a des gens, ils ont un abdomen régulièrement volumineux, mais il y a des gens, ils n'ont pas ce problème-là, et vous voyez que progressivement, en quelques jours, l'abdomen qui devient de plus en plus volumineux. Et puis surtout, associé à un arrêt des gaz et des matières. De toute façon, dès que vous observez ce type de signe, si la personne se plaint de douleurs abdominales ou autre, c'est pour ça qu'il faut bien surveiller le transit. Évidemment, tout ça, vous le signalez à l'infirmière. Alors, diapositive 19, votre prise en charge en tant qu'aide-soignante, être à l'écoute des plaintes du patient, puisque ça fait mal, une occlusion intestinale. Ça peut faire très mal brutalement, ça peut aussi être une douleur qui s'installe progressivement. Alors, méfiez-vous parce que ça touche la personne âgée. Les personnes âgées en institution, la plupart du temps, elles ont une démence, elles ne vont pas pouvoir vous dire qu'elles ont des douleurs. Par contre, on le verra quand on étudiera la douleur, quand on parlera aussi de la démence. Une personne démente qui est douloureuse va avoir des troubles du comportement. Quelque chose d'anormal, parce que vous allez me dire, mais les patients déments ont souvent des troubles du comportement. Oui, une personne démente qui déambule, elle va déambuler, tous les jours elle va déambuler. Par contre, comme vous les connaissez, ce sont des troubles du comportement inhabituels ou très très majorés. C'est-à-dire, ils vont crier, ils vont être agressifs, ils vont refuser les soins, ils vont être dans le rejet, Voilà, tout ça, ça doit vous alerter. On en parlera quand on fera l'évaluation de la douleur. Donc vous verrez qu'il y a des échelles, des outils spécifiques pour évaluer la douleur chez des personnes qui ont du mal à communiquer et qui ne peuvent pas vous le dire. Donc, être à l'écoute des plaintes du patient, ou du moins bien observer et se rendre compte rapidement que la personne est douloureuse. Donc, si c'est possible, si la personne est cohérente, on va lui demander de préciser les caractéristiques de la douleur, l'intensité, la fréquence, à quel niveau ça se situe, et qu'elle vous décrive sa douleur. On va lui demander aussi si elle a des nausées, éventuellement si elle a des vomissements. Donc on va évaluer la fréquence, la couleur. Est-ce que ce sont des vomissements de bile? Est-ce que l'odeur, est-ce que ça sent les matières fécales? Donc ça doit vraiment vous inquiéter, vous alerter.
Et surtout, si la personne... Vous savez, des fois, on n'est pas bien, on a mangé un truc, on se sent barbouillé, on vomit, on se sent mieux. D'accord? Là, dans l'occlusion, la personne, elle a mal. Et bizarrement, quand elle vomit, si elle se met à vomir et qu'elle vous dit « Ah là, bah oui, j'ai vomi, puis ça m'a fait du bien, ça m'a bien soulagé au niveau de la douleur. » Ça doit vous alerter. On surveille la température, puisqu'on peut avoir une personne apyrétique, comme on peut avoir aussi quelqu'un qui a une fébricule. Évidemment, si la fièvre est au-delà de 38,5, si vous êtes entre 39 et 40, alors là, c'est un signe de gravité. L'hyperthermie, c'est qu'on est certainement au stade de la septicémie ou de la péritonite. Alors, on passe à la diapositive numéro 20. Prise en charge toujours de l'aide-soignante. Il faut évaluer l'état d'hydratation, la sécheresse de la peau, des muqueuses, du pli cutané, regarder si les urines sont concentrées, sont en quantité suffisante. Parce qu'une personne déshydratée, c'est une personne qui, en effet, est à risque de faire des occlusions. Enfin, du moins, de se constiper dans un premier temps et de faire après une occlusion. Donc, évidemment, vous n'oubliez pas de transmettre à l'oral et à l'écrit toutes les informations que vous avez pu recueillir. On passe à la diapositive 21, toujours dans votre prise en charge d'aide-soignant. Alors, dans le cas où la personne, parce que là, on avait parlé de tout ce que vous devez surveiller ou dépister, qui pourrait vous alerter sur la formation d'une occlusion intestinale. Là, ça y est, dans le cas du diagnostic où le diagnostic est posé, le médecin est venu, justement, vous avez alerté, vous avez bien fait votre travail, vous avez alerté, et le médecin est venu et a posé le diagnostic d'occlusion intestinale. Alors, il y a des choses à mettre en place, évidemment, on va surveiller les paramètres vitaux, le pouls, la température, la tension artérielle, parce que la personne peut faire un choc septique, et quand on fait un choc, en état de choc, on a la tension qui chute. Attention, elle, au contraire, on est en hypotension quand on est en état de choc. La fièvre peut monter. Et évidemment, le patient, il va falloir le mettre à jeun strict, d'accord, puisqu'on verra que l'infirmière va poser une sonde d'aspiration. Donc, si on met une sonde, c'est pas pour la faire boire et manger. Alors, on passe à la diapositive numéro 22, toujours dans la prise en charge aide-soignante. L'infirmière va poser une sonde nasogastrique, c'est-à-dire elle va passer par le nez, elle va mettre une sonde qui va jusqu'à l'estomac. Vous regarderez le cours sur l'aspiration digestive, vous verrez le matériel et on vous explique tout ça en images. Donc évidemment, une fois qu'on a posé une sonde, on va le relier au système d'aspiration. Vous devez surveiller l'efficacité de l'aspiration, s'assurer que les tuyaux ne sont pas débranchés, pas coudés, qu'elle est bien fonctionnelle, qu'elle est bien en aspiration, cette aspiration digestive. Évidemment, on va aspirer, donc il va remonter des choses. Donc il faut bien regarder la quantité, l'aspect, la couleur de ce qui va être recueilli. Je vous renvoie au cours sur l'aspiration digestive, sur les éléments à repérer et à signaler à l'infirmière. Diapositive 23, toujours dans la prise en charge de l'aide-soignante. Donc le plus souvent, on va avoir une intervention chirurgicale pour pouvoir... il va falloir l'opérer, cette occlusion. Donc je vous renvoie au cours que l'on fera ultérieurement sur la préparation du patient pour pouvoir partir au bloc opératoire, la préparation préopératoire. Quand la personne part au bloc, on verra aussi la préparation de la chambre en prévision du retour, avec notamment l'installation de l'aspiration digestive. Et puis, une fois que la personne sera revenue de l'opération, il y aura toute l'observation du patient en post-opératoire, l'observation des pansements, puisqu'il y a eu un acte chirurgical. Et puis, dans les jours qui suivent, ce sera évidemment la surveillance de la reprise. Alors, du transit, la première des choses, ça va commencer par être des gaz. Et vous, comme vous vous occupez des patients, vous allez les sentir ou les entendre, les gaz. Donc, vous pourrez signaler qu'il y a bien eu reprise des gaz, de reprise du transit. Les matières, elles arriveront après. Et puis, évidemment, tant qu'il n'y a pas reprise du transit, il est hors de question de commencer l'alimentation. Mais à partir du moment où le médecin va donner le feu vert, on va commencer une reprise de l'alimentation, mais très, très progressive. Si vous faites votre stage en chirurgie viscérale, vous apprendrez tout ça. Les différents régimes
que l'on va instaurer comme ça progressivement. Évidemment, au début, c'est que du liquide et on réintroduit comme ça tout doucement du solide jusqu'à arriver après, quand tout va bien, à une alimentation normale. Alors nous passons à la diapositive numéro 24, toujours dans la prise en charge de l'aide-soignante. Donc vous imaginez, la personne, elle a été opérée, elle est douloureuse, elle doit souvent rester alitée, elle a des douleurs abdominales, elle a été opérée au niveau abdominal. Donc vous pensez bien que cette personne, pendant plusieurs jours, elle va être moins autonome. Donc vous allez l'aider à la toilette. La personne va rester très alitée, donc attention, une prévention d'escarres rigoureuse. On a dit que l'occlusion touchait essentiellement les personnes âgées. Vous savez, maintenant que vous avez fait le cours sur les escarres, que les personnes âgées, alitées, sont très à risque de faire des escarres. Donc soyez très vigilants par rapport à ça. Évidemment, il faudra prévenir la sécheresse buccale, puisque dans les premiers jours, la personne va avoir sa sonde en aspiration. Donc et va rester à jeun, donc aucune alimentation orale. Donc attention à la prévention de la sécheresse buccale, de ne pas se retrouver avec un patient qui a une langue rôtie. Donc bien humidifier les lèvres et la bouche, faire régulièrement des soins de bouche. Et puis la prévention d'escarres, comme on a dit, attention, les escarres au niveau du corps, mais attention quand il y a une sonde nasogastrique, elle est quand même assez grosse, vous verrez dans le cours des aspirations digestives, la sonde est quand même assez grosse, et elle passe par le nez, elle peut donc entraîner des escarres iatrogènes, c'est-à-dire des escarres au niveau de l'aile du nez. Donc il faut faire très très attention. Alors, nous passons à la diapositive 25, toujours dans la prise en charge de l'aide-soignante. Là, on parle des situations où il y a un fécalome. Alors, le fécalome, c'est la première étape derrière l'arrivée de l'occlusion intestinale. Alors, quand on a diagnostiqué un fécalome, il va y avoir prescription de lavement évacuateur. C'est l'infirmière qui fait les lavements évacuateurs, ce n'est pas vous. Par contre, ce qu'elle va vous demander, c'est d'effectuer derrière, d'assurer, parce que le lavement, il va redonner derrière. Soit il va sortir sans matière, soit en effet, il va permettre de faire évacuer progressivement les matières. Donc évidemment, c'est à vous derrière, c'est vous qui allez donner le bassin ou effectuer l'échange. Et donc, il faudra bien surveiller ce qui ressort. Est-ce que c'est que le produit de lavement ? Est-ce qu'il y a eu des gaz ? Ou est-ce que ce sont des sels ? Alors, je peux vous dire que quand on arrive à... Parce qu'un fécalome, c'est une masse de matière très dure. Donc, le fait de faire des lavements, parfois, il faut en faire plusieurs. On ramollit cette masse et elle finit, du coup, par s'évacuer. Ok, le fécalome va s'évacuer. Ça va faire comme des sels un peu durs. Mais je ne vous dis pas ce qui arrive derrière. Derrière, vous allez avoir de la diarrhée profuse. Parce que des fois, ça fait un petit moment que les matières derrière sont en attente, donc bon courage. Vous allez avoir beaucoup de travail quand on a réussi à enlever un fécalome. Évidemment, vous participez à l'évaluation de la douleur et puis pensez à bien hydrater le patient, sauf contre-indication si le patient doit rester à jeun. Donc s'il n'est pas à jeun, pensez à bien l'hydrater. Voilà, donc on va s'arrêter là pour ce cours sur l'occlusion intestinale. Avec ce cours, en lien, il y a tout ce qui est aspiration digestive à mettre en lien. Et puis également le cours sur les stomies, parce que parfois, malheureusement, selon ce que le chirurgien va trouver quand il va opérer suite à l'occlusion, il va parfois être obligé d'enlever une partie de l'intestin et de faire une poche de stomie. À bientôt!